Bien, on va commencer, même si on attend encore pas mal de monde, parce qu'on est surtout bloqué à partir de 20h30. Et donc, on a la possibilité de débattre avec nos intervenants au gré des questions sur le sujet. Je me présente, mon nom est Dominique Deloche, c'est moi qui vais faire le modérateur sur cette conférence. Je suis responsable de l'offre pédagogique exécutive éducation, qui est l'offre formation auprès des entreprises du groupe ESG. En fait, depuis quelques semaines, nous avons mis en place ce cycle de conférences pour tirer, en termes marketing, notre offre formation et pour communiquer sur les différents domaines de cette offre formation. La première conférence était sur le management et les risques psychosociaux. Deuxième conférence sur l'e-réputation. La conférence aujourd'hui sur le marketing. Et puis nous allons reprendre le cycle des conférences à partir de septembre, plutôt sur la partie RH. Le principe de ces conférences, ce n'est pas une mini-action de formation, c'est l'occasion d'échanger, de faire s'exprimer et échanger des professionnels de la partie entre eux, et d'échanger avec des étudiants et avec des professionnels, là en l'occurrence aujourd'hui du commerce ou du marketing ou de la distribution sur les sujets. Je vais vous présenter les différents intervenants, et puis tout à l'heure je lancerai un petit peu plus le débat. Nous allons commencer esqualité par Alain Kruger, docteur en marketing ou auteur d'ouvrages sur le sujet, d'ouvrages, c'est pas lui le S, d'ouvrages sur le sujet, et également le patron du MBA des MBA sur le sujet, et présentement de l'ensemble des MBA. Alain interviendra de façon un petit peu plus formelle sur l'évolution de la fonction marketing, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, nous avons 4 intervenants, dont 3 sont des anciens de l'ESG, qui vont intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils interviennent dans le domaine du marketing sur des contextes, des environnements très différents. Et je commencerai à passer la parole à Audrey Cabla, juste après Alain Kruger, qui, elle, intervient dans le domaine du luxe et sur l'international. Puis Christophe Bataillard, qui, lui, intervient beaucoup plus sur le domaine de l'hôtellerie et des industries de loisirs, sur un aspect très particulier de ce métier, qui est le revenu management. Puis nous aborderons une partie du métier avec Benjamin de la Bretèche, qui explose, mais nous en reparlerons, ce métier avec les moyens du digital marketing et de cette organisation vraiment particulière. Et dès qu'on va retrouver son nom, on va avoir sur le chevalet Thierry Bourrette, qui, lui, est intervenu dans le monde de l'automobile et de la distribution, et qui pourra effectivement intervenir sur comment la fonction marketing et marketing opérationnel évolue dans ce métier. Mais je vous propose de commencer donc avec Alain Kruger, et Alain qui va utiliser quelques slides pour présenter la thématique de façon plus formelle. Alain, la question que l'on avait évoquée ensemble, c'est, dans ton regard et dans ton expérience, comment évolue aujourd'hui
la fonction marketing? Est-ce que c'est une fonction verticale qui a pris de plus en plus d'importance à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est au contraire quelque chose de transversal qui implique maintenant de plus en plus l'ensemble des fonctions de l'entreprise? Et d'une certaine façon, comment ces compétences marketing se déclinent, qui au service du commerce, qui dans la distribution? Merci. Alors, est-ce que tu pourrais me prêter ton doigt pour appuyer sur le petit document pour faire des filets? Je t'en prie. Alors, moi, vous l'avez compris, je suis surtout un prof. Donc, je vais faire un peu le prof. Voilà. Et je vais essayer de répondre à cette question de façon un peu générale. Je lancerai les débats, puis après, je laisserai ceux qui font vraiment dans la vraie vie s'exprimer sur le sujet. La question, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que le marketing évolue? Est-ce que la place du marketing évolue? Alors, je vais redonner une petite perspective historique à la place du marketing dans l'entreprise et essayer de définir après tout ce que c'est que la fonction marketing. Dans le cadre de la préparation de cette conférence, il y a eu des échanges de mails avec des personnes qui ne pouvaient pas venir, mais m'ont donné leur point de vue. Et j'en ai retenu un particulièrement intéressant qui disait « mais n'oublions pas les fondamentaux ». Je vais donner une réponse un peu provocatrice, mais je serais tenté de dire que le marketing, depuis maintenant une dizaine d'années, n'évolue que très peu. Il n'évolue que très peu sur les fonctions marketing. Certes, les outils évoluent, on a Catherine Edley ici présente, qui dira pas le contraire, l'explosion du web, d'accord? Mais le web, ça peut être un canal de distribution, ça peut être une façon de toucher le consommateur, mais ça n'est, à mon sens, pardon Catherine, qu'un outil qui s'additionne à une démarche qui est, elle, plus globale. Alors dans la salle, je vois quelques têtes qui me connaissent déjà, donc ils vont avoir l'impression d'avoir un reste de cours de quelques années pour certains, de quelques mois pour d'autres. Donc si tu veux bien appuyer, on va essayer de revenir aux fondamentaux en se posant la question suivante. Après tout, c'est quoi le marketing? Parce qu'on est un petit peu comme ceux qui font de la prose, vous savez, sans le savoir. Il y a plein de monde qui fait du marketing, mais qui ne savent pas vraiment, ils ne sont pas vraiment au courant qu'ils font du marketing. Alors est-ce que tu peux appuyer? Parce qu'en plus, il faut appuyer à chaque fois. Alors, déjà le fait de dire que c'est une démarche. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose qui a un début, qui n'a pas vraiment de fin, on verra un petit peu, je le détaillerai. Ce qui suppose, puisque la question sous-jacente, c'est quelles sont les compétences qui sont liées à la démarche marketing, d'avoir des compétences relativement vastes. Tu peux appuyer. C'est centré sur la compréhension des besoins des clients. On échangeait tout à l'heure sur le monde de l'automobile. J'ai quand même traîné un petit peu mes guêtres dans le monde professionnel. Ça vaut aussi pour mon expérience aujourd'hui à la direction de l'immobilier. Après tout, une offre n'a de sens que si elle est centrée sur ce que les clients veulent. Alors, quand j'avais déboulé, il y a de ça maintenant plus de 10 ans chez Renault et qu'on travaillait sur la mise en place des systèmes d'information client, j'avais eu un choc absolument extraordinaire puisque lorsque j'avais posé la question suivante, comment est-ce que vous ciblez vos clients, c'était chez Renault il y a 10 ans, et ben, il me disait, c'est simple, on prend le numéro de châssis de la voiture et on lui écrit. Voilà, donc le point d'entrée, on va dire marketing du client chez Renault, c'était le numéro de châssis de la voiture qui correspondait à un modèle. Donc si vous aviez une Twingo, et ben, avec la nouvelle Twingo sortait, on vous ciblait en vous proposant la nouvelle Twingo. Bon, après, si vous avez eu 3 enfants entre-temps, c'était pas trop le problème de Renault, c'était votre problème, à vous de vous adapter et de dire, bah non, finalement, la Twingo, ça ne va pas, donnez-moi autre chose. Voilà, donc c'était anti-marketing. Et cette approche, qui est une approche très produit, je ne vous montrerai pas sur toute l'histoire, mais c'est encore quelque chose qui existe dans certaines entreprises, malheureusement, et qui fait que, de toute façon, si on oublie que c'est le client qui est au cœur de la préoccupation de l'entreprise, comme tu t'es sauvé, je vais aller appuyer tout seul. Non. J'y vais. Et bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on verra un petit peu ça après. Alors, et puis, si on devait définir en fait le marketing en 2 mots, avant d'en donner une définition plus complète, c'est connaître et agir. Alors ça, en France, et en règle générale, on est très bon pour analyser une situation de marché. Vous avez tous été nourris au fameux SWOT, un diagnostic interne, externe, les étudiants aussi. En général, ils sont très bons pour nous faire un bon diagnostic de marché. Alors après, se pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Une action marketing qui se contente d'analyser une situation et qui débouche sur aucune action opérationnelle, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Alors tu peux appuyer.
Alors du coup, je vous propose une définition. Alors, j'ai pas la prétention encore de mettre la mienne, j'ai pas encore le melon suffisamment grand pour m'autociter. Je peux appuyer. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié une idée quand même. La dernière étape marketing, son objectif, c'est quoi? Bah, c'est de vendre. Et ça, parfois, les marketeurs, ils l'oublient un peu. Hein, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie, ils ont des idées. Dans l'ouvrage que j'ai commis chez Duno, je commençais par donner tous les noms dont nous avaient affublés les ingénieurs de chez Renault dans le service marketing. Les Yaka Faucon, les crânes d'acier, les voilà. S'ils avaient l'impression qu'on était une sorte de centre de coût, voilà, qu'on avait une idée à la minute, mais qu'on ne se posait jamais la question de commercialement qu'est-ce qu'on allait faire. C'est vrai que l'objectif premier d'une action marketing, c'est de vendre et de générer de la marge additionnelle. Pas du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires c'est bien, ça fait tourner la boutique, mais si ça rapporte rien, voire si ça coûte, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors là, on va avoir la définition qui va arriver. Voilà. Alors, c'en est une, il y en a plein. Mais ce qui est vraiment important de retenir, et moi j'insiste toujours à la fois auprès de mes étudiants, qu'ils soient exécutifs part-time, j'ai des anciens, un actuel dans la salle, que ce soit des étudiants qui sont en formation, n'oubliez pas les fondamentaux et n'oubliez pas ce que c'est que le marketing. Donc une démarche, je l'ai déjà identifié, enfin énoncée, fondée sur quoi? À quoi on s'intéresse fondamentalement? Aux besoins des clients. Pourquoi faire? Pour gagner des sous. Voilà, on est là pour ça. Donc, ça va supposer qu'il y ait un commande. Et puis, on s'ajuste effectivement à ce qu'on observe sur le marché. Donc, c'est l'action stratégique. On va offrir effectivement à un marché cible. Alors, déjà, quand on dit le mot cible à un certain nombre d'acteurs, il se pose un certain nombre de questions métaphysiques. Alors, c'est sûr que si je cible, ça suppose qu'avant, je me sois posé la question de la segmentation de mon marché. Voilà. Pour quand même aller dans quelques entreprises de temps en temps, c'est pas toujours une question qui est clairement abordée. Hein. C'est-à-dire que, voilà, quels sont les critères de segmentation, comment est-ce que s'effectue le processus de choix d'un produit, comment je peux découper mes consommateurs en ensemble homogène. Alors, clairement, si on ne se pose pas la question, derrière, je ne peux pas cibler, si je ne cible pas, je ne me positionne pas, et toute ma stratégie que je vais mettre en œuvre derrière, elle va être relativement bancale. Sachant que nous, en marketing, notre positionnement, ce qui rend intelligible du point de vue du consommateur le positionnement d'une entreprise, ça c'est le marketing mix. Tu peux passer. Alors ça nous amène à nous poser la question de c'est quoi la démarche marketing? Et là, on va déjà concevoir la complexité de la fonction marketing aujourd'hui dans l'entreprise. Puisque si je veux faire du marketing, et c'est une question qui nous est souvent posée à la fois en tant qu'enseignant, mais aussi dans le cadre de programmes qu'on peut développer dans le cadre de la formation continue. On a réfléchi par exemple à la mise en œuvre d'un programme de responsable marketing et commercial. Et lorsqu'on a construit ce programme, qui est sous la responsabilité de la formation continue, on s'est dit, mais après tout, qu'est-ce que doit savoir faire un responsable marketing? Bah, la réponse, c'est beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il va devoir appréhender au moins 3 ensembles qui sont certes organisés les uns par rapport aux autres, mais qui vont supposer des compétences qui sont diverses. Alors il y a 2 questions de démarrage. C'est où suis-je? Ça rappellera les cours pour ceux qui sont les plus récents dans les bancs des écoles. C'est où est-ce que j'en suis moi en tant qu'entreprise? Allez, je ne vais pas faire un petit quiz, mais en gros, la question, c'est quels sont mes points forts, mes points faibles. Puis, où dois-je aller? Là, la question, ça va plutôt être une réponse que je vais avoir sur le marché, où je vais me poser la question suivante, c'est quelles sont mes opportunités et menaces? Alors là, tu peux appuyer une première fois, une deuxième fois, voilà, et une troisième fois. Il y a même les flèches, hein, je suis désolé. Voilà. Effectivement, il y a une première étape qu'il faut connaître. Donc ça suppose qu'on fasse des études de marché. C'est un élément indispensable. J'ai quand même assisté à des réunions assez étonnantes dans des entreprises où on construit l'offre de façon, on va dire, autiste. On se réunit entre nous, voilà, et on se dit, alors le client, il veut ça. Bon, pourquoi? Ah, mais parce que je le sens bien. Ah, très bien. Donc, quand vous avez un responsable marketing qui est capable de faire ça et qui ne se trompe pas, gardez-le, hein, et ouvrez un site de prédiction, hein, parce que ça devrait bien marcher. Mais il est évident qu'une personne ne peut pas, même avec toute son expérience, être celui qui va résumer tous les besoins et les attentes des consommateurs. Donc la vérité, elle n'est pas dans un petit comité de réflexion stratégique, elle est chez le consommateur, que ce soit un professionnel
professionnel ou un particulier. Tu peux appuyer 2 fois. Alors après, il faut essayer de comprendre. On fait souffrir nos chers étudiants avec des outils statistiques. Mais si je fais une étude de marché et que j'identifie les variables de segmentation, variables expliquées, variables explicatives, et que je ne cherche pas à les lier statistiquement parlant. Alors on a des affreux tests, tests du Qui2, tests de Fischer, la corrélation, alors ça fait peur en général. Mais je ne sais pas si après tout une variable a une influence sur une autre. Donc je risque de construire une segmentation et une offre sur la base de corrélations entre variables qui sont simplement une vue de l'esprit. Donc ça suppose aussi à ce niveau, indépendamment des aspects de collecte d'informations qui sont aujourd'hui facilités par Internet, de la réalisation d'études, donc des compétences en matière d'études de marché, quali, parfois quanti en règle générale, mais aussi tout un ensemble de compétences statistiques qui nous permettent d'éclairer les relations et construire ma segmentation. Si je ne fais pas ça, je travaille une fois de plus en aveugle. Je peux appuyer. Alors une fois que j'ai fait ça, il va falloir que sur la base de mon diagnostic SWOT qui arrive ici, que je construise mon offre en essayant si possible de me différencier. Alors ça c'est le principe de base. Alors régulièrement il y a un certain nombre d'auteurs qui réinventent la roue. Je ne sais pas si par exemple vous avez lu la théorie de l'océan bleu. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, qui est une théorie intéressante. Mais alors si on la résume cette théorie, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut se différencier. Bon, jusque-là, il ne faut pas faire comme les autres. C'est pas très nouveau. Puis elle nous dit, oui, mais en plus, il faut essayer d'aller sur un océan qui est moins rouge. Il faut aller sur un océan bleu. L'océan bleu, c'est quoi? C'est là où les autres ne sont pas. Donc, si possible, s'intéresser à des gens qui sont pour le moment des non-consommateurs relatifs. Ils consommeraient bien potentiellement, mais ils ne consomment pas. Oui, bon, c'est la notion de décomposition du marché actuel, marché potentiel. Ouais, c'est pas nouveau non plus, c'est pas une grande révolution. Et après, en gros, si on regarde cette théorie, c'est de trouver des axes de différenciation sur des critères qui sont les plus importants du point de vue du consommateur. Bien. Donc on a redit ce qui existait déjà, un peu différemment. La force quand même de cette approche de Kim notamment, c'est qu'il propose des outils. Ce qui est intéressant, c'est un autre éclairage que les bons vieux porteurs McKinsey ou je ne sais quoi, qui commençaient à dater un peu. Donc effectivement, il va falloir que je construise mon offre avec une sorte d'obsession, c'est d'aller là où les autres ne sont pas, avec toujours pour objectif d'être rentable derrière. Tu peux appuyer 2 fois. Intégrer un certain nombre de changements. La stratégie, elle se mène avec les hommes et les équipes. Et on l'observe encore régulièrement en entreprise. Si vous ne déployez pas déjà votre stratégie en interne et que vous n'expliquez pas à tout le monde où on va nulle part. Si vous commencez à balancer une offre sur le marché alors que dans les équipes ils ne sont pas au courant, donc c'est vrai que le marketing il a 2 orientations. Un marketing qu'on va qualifier d'out, direction des clients, naturel, mais aussi in. Il faut mobiliser les équipes, il faut les faire adhérer au process. Si vous ne faites pas ce travail, le bateau il ne va pas avancer tout seul. Tu peux appuyer. Encore une fois, voilà. Et encore une fois. Et tout ça pour faire quoi? Pour vendre. Si on oublie que notre objectif premier, c'est de vendre en gagnant des sous, ça ne marchera pas. Donc, quand on mène une action, il faut toujours avoir en tête que mon objectif, c'est de vendre en gagnant de l'argent. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est promis, je ne parle pas de 2 heures. Je vous rassure. Mais là, ça y est, je suis parti. Je me retrouve en cours. Ça me manque un peu en ce moment, je n'ai pas l'occasion de le faire trop souvent. Je vais raconter une anecdote. Ça vous parlera peut-être pour ceux qui sont dans l'automobile. Je vais me cacher dans un coin. On avait repris un groupe de concessions. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile. Et c'était un groupe de concessions qui était dans le Jura. Bon. Et il y avait pour habitude de faire l'opération pneu-hiver. Alors, c'est normal. Bien. Donc tous les ans, il y avait l'opération pneu-hiver. Bon, alors en avant, on sort les calicots, on gonfle le gros pneu, voilà, on fait la promo, 3 pneus achetés, un pneu offert, voilà, très bien. Puis moi je pose la question quand même, parce qu'ils viennent me voir, comme c'était la période de l'hiver qui arrivait, on me disait, il faut qu'on fasse notre opération pneu. Je dis, pas de problème, si tu veux. Je dis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'action de l'an dernier. Tu vas me dire combien tu as vendu de pneus en plus et combien ça t'a rapporté vraiment des sous. Voilà. Puis ensuite, on va regarder tout ce que ça nous a coûté, on va faire la différence.
Si on est positif, ça a du sens. Si on ne l'est pas, il faudra quand même se poser un certain nombre de questions. Évidemment, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils communiquaient comme des malades dans les gratuits locaux, ça existait encore à l'époque, hein. Aujourd'hui c'est plutôt Internet. Ils faisaient un peu de radio, un peu de presse PQR, hein, presse quotidienne régionale. Donc il y en avait eu pour, je sais pas, l'équivalent de 10 000 € en pubs diverses et variées. Bah, quand on avait fait l'opération de combien ça nous avait rapporté en plus et combien ça nous avait coûté, la réponse est qu'on avait perdu de l'argent. Alors là, j'ai posé une question métaphysique au responsable après-vente, je lui ai dit, mais alors, à ton avis, il vient acheter des pneus hiver, pourquoi? Parce que tu as fait de la pub? Surtout que si je suis une Renault, je sais que globalement, ceux qui vont venir changer les pneus chez moi, c'est des gens qui sont Renault et en général sous garantie. Voilà, ça résume un peu l'esprit, quoi. Ils viennent parce que tu fais de la pub ou parce qu'ils sont Renault et surtout parce que c'est l'hiver. Donc je lui ai proposé la chose suivante. Je lui ai dit, cette année, on ne fait pas de pub. On n'en fait pas. On fait l'action. Il n'y a pas de problème. On met le calicot, on gonfle le pneu. Mais on met 0 en budget de com. Et on va voir ce que ça donne. Et bien, cette année-là, on n'a pas fait un pneu de moins par rapport à l'année d'avant. Pourquoi? Parce que celui qui a besoin de pneus hiver, en Jura, il n'a pas le choix. Il vient. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces concessions, on les a revendues. Alors, moi, ça m'amuse de suivre un peu ce qui se passe. Bah, devinez ce qui s'est passé l'année d'après, on a revendu. Eh bien, ils ont recommencé. Alors, ça, c'est l'amnésie et c'est oublier que l'action marketing, ça ne veut pas dire je communique parce qu'il faut que je communique. Non. L'action marketing, c'est d'essayer de mettre en place une action qui va me permettre d'améliorer ma rentabilité. Tu peux encore appuyer. Alors, il y a un petit trait qui n'est pas apparu, hein, ici, mais qu'on verra à la fin. Là où le marketing a encore à progresser, c'est souvent reproché aux acteurs marketing, mais l'exemple que je viens de vous donner l'illustre. C'est qu'une action marketing n'a de sens que si on en valide la pertinence et qu'on en mesure les résultats. Et les marketeurs, ils lancent une action et après, adieu va. Ce que ça a donné, on s'en fout un peu. Non, vous avez, c'est de la responsabilité du service marketing de prouver la pertinence de l'action qu'ils ont donnée. Si on ne fait pas ça, on se décrédibilise dans la durée. Parce qu'on n'est même pas capable de prouver que ce qu'on fait, ça a du sens. Donc il va être indispensable d'en mesurer la pertinence. Donc ici, autant dans l'entreprise, on est vraiment sur le diagnostic interne. Ici, on est dans la décomposition classique du marché, avec tout ce qui relève de l'offre, de la demande et des facteurs d'influence. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tu peux appuyer. Là, on est vraiment dans une stratégie concurrentielle. On commence par la segmentation. Ensuite, effectivement, on va cibler et se positionner. Donc là, c'est l'action stratégique. Vous voyez déjà des compétences études, des compétences stratégiques. Et enfin, là, on est dans le quotidien, dans le pilotage, on va dire, de la démarche marketing au quotidien, donc le déploiement du marketing mix, avec un travail qui est extrêmement compliqué, puisque je vais manipuler en permanence 4 variables. Mon produit, son positionnement prix, toute ma stratégie de communication, ma distribution, avec un enjeu majeur, c'est qu'il faut que mon positionnement soit équilibré, parce que malheureusement, on le sait, c'est la plus mauvaise des variables de votre mix marketing qui va donner la valeur de votre mix. Donc, si vous êtes bon sur 3 variables mais nul sur 1, votre positionnement il vaut 0. D'accord? Donc la plus mauvaise va tout tirer vers le bas et ça ne vaudra plus rien. Je peux appuyer. Voilà. Et une fois que j'ai mené mon action, encore faut-il que je vérifie ce que ça a donné. Parce que si je ne vérifie pas, ça ne marchera pas. Alors, soit j'ai rencontré un succès phénoménal, tu peux appuyer encore une fois. C'est parti, trop tard, donc c'est pas grave. Donc, tu restes soit ça a connu un succès phénoménal, mais je ne peux pas m'endormir sur mes lauriers. Et ça, c'est le côté un peu sisyphien du marketing. Pour tous ceux qui en font, vous voyez que c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on est obligé même quand on a rencontré le succès, de s'y remettre tous les jours, parce qu'en ayant modifié la situation du marché, en ayant rencontré un succès, il faut que je recommence, parce que mes petits copains, mes concurrents, ils ne vont pas me regarder avec des yeux remplis d'amour en me disant c'est bien les gars, continuez, eux ils vont réagir. Et inversement, si je n'ai pas rencontré le succès, il va falloir que je me pose la question dans l'ensemble de ma démarche, où est-ce que ça a pêché? Quand j'étais chez Renault, on a eu quelques gags, avec Satis, Modus, voilà. On n'avait pas les objectifs attendus. Donc qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon prix, c'est mon produit. Voilà, et là, si on fait
on arrive à faire en gros le grand chelem, c'est-à-dire que votre produit est mauvais, le prix n'est pas bon, la com était nulle et la distribution n'est pas adaptée. Bon voilà, je pense qu'il faut continuer à faire autre chose, mais voilà, parfois on arrive, hein, il y a des marques qui ont réussi à faire le grand chelem. Hein. Voilà, donc là, on doit se poser quand même un certain nombre de questions sur la façon dont on a intégré cette démarche dans notre entreprise. Mais en règle générale, la question elle est simple, c'est qu'on n'a pas étudié le marché. Donc on a travaillé en aveugle du début à la fin. Donc voilà, quand je fais du marketing sans avoir fait cette première étape, c'est comme si je cherchais à me déplacer dans le noir dans une salle qui était pleine d'obstacles. La probabilité que je la traverse sans tomber, elle est proche de zéro. Alors, quelle est la place du marketing aujourd'hui dans l'entreprise? Il y a toujours une guéguerre, alors d'ailleurs c'est souvent une question que me posent les étudiants, entre la finance et le marketing, ou entre certaines fonctions support, en disant alors, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le marketing c'est mieux ou moins bien que la finance? Alors ça, j'ai pas de réponse. Ça, je pense que c'est une question d'appétence en termes d'orientation. Après, est-ce qu'on doit opposer marketing-finance ou marketing et autres fonctions? Pour moi, c'est un débat qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, une des réponses que je donne parfois aux étudiants qui viennent me voir en disant « Ah, je vais faire du marketing parce que j'aime pas les chiffres. » Alors là, je leur dis toujours « Dehors, dehors. Vous n'aimez pas les chiffres, faites pas du marketing. Il ne faut pas faire du marketing si vous n'aimez pas ça. Le chiffre, c'est votre quotidien. Parce que votre objectif, c'est de vendre, de mesurer la performance. Si vous n'êtes pas capable de me faire un produit en croix, allez faire autre chose. Du macramé, des plaquettes, je sais rien, mais ne faites pas du marketing. » Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, en gros, la fonction marketing, elle est apparue, je n'arrête pas de circuler, c'est pas sympa pour vous ça. La fonction marketing, elle est apparue, on va dire, dans les années 60. Alors, le marketing est apparu, alors c'est venu comme beaucoup de choses des États-Unis, et là, donc, beaucoup d'entreprises françaises se sont dit, ah, il faut qu'on ait un département marketing. On ne savait pas trop ce que c'était. Et ils ne savaient pas très bien quelles étaient les compétences qu'il fallait mettre derrière, donc en général, quand on avait des gens dont on ne savait pas trop quoi faire, on les mettait au market. Voilà. J'ai quand même, quand on avait repris une concession à Albi, il y avait un responsable marketing local qui, dans sa fiche de poste, avait notamment « doit faire attention à ce qu'il y ait du PQ dans les toilettes ». C'est véridique. Ça montrait en gros l'image qu'ils avaient de la fonction marketing dans l'entreprise avant qu'on arrive. Hein, vous voyez que c'était central. Hein, voilà. Ça fait bien, c'est bien du client, hein, on est d'accord, mais bon, je ne pense pas que ce soit directement marketing. Donc le marketing est arrivé comme une fonction à côté d'eux. Voilà. Après, ce qu'on a observé, ça c'était surtout vrai à partir des années 90, et j'aime pas qu'on dise ça, c'est devenu une fonction majeure. Majeure pourquoi? Parce que ça devenait tellement dur, le client il était tellement changeant, on savait plus ce qu'il voulait, il y avait tellement de concurrence qu'on s'est dit, allez, on va tout mettre sur le marketing, le marketing, le marketing. Ouais. Mais le marketing, il n'a pas la réponse à tout, et ça ne peut pas être une fonction qui pousse les copains en leur prenant de l'espace, en étant quelque chose qui vit sa vie de façon indépendante. Alors quand même, il y a des entreprises qui se sont posées quelques questions qui n'étaient pas idiotes en termes d'organisation. Tu peux appuyer une fois. Ils se sont dit, après tout, le marketing, alors je ne l'ai pas écrit dans l'ouvrage parce que mon éditeur Duno trouvait que c'était pas joli, mais moi j'aime bien cette image-là. Le marketing, en lui-même, il ne sert à rien tout seul. Il n'a pas d'existence. Il est au service des autres. Alors j'avais donné l'image suivante, le marketing est à l'entreprise ce que la sauce blanche est à la blanquette de veau. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir cette image, mais pour ceux qui connaissent la blanquette, mais voilà, la sauce tout seul, ça ne sert à rien, et la viande toute seule, c'est un peu sec, il n'y a pas de lien. Donc c'est vraiment une fonction transversale. Alors là, il y a production, il y a finance, il y a RH, mais on pourrait mettre les achats, on pourrait mettre le juridique. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une fonction qui se veut transversale. Ça nous amène à une autre compétence essentielle quand on fait du marketing, c'est que si vous n'avez pas une approche managériale transversale, vous ne faites pas du marketing. C'est pas possible. Parce qu'il faut que vous soyez, lorsque vous discutez avec un financier, vous soyez capable d'analyser un compte de résultat, d'analyser un bilan. Il faut avoir des données financières. Il faut avoir intégré les problématiques RH. Il faut intégrer les pratiques de production. C'est pas tout dire on va faire tel produit, si ce n'est pas faisable techniquement, ça ne sert à rien. Voilà, il faut quand même se rapprocher des équipes techniques pour être capable de proposer quelque chose, sachant que vous êtes au service de tout le monde. Et puis alors parallèlement, ça on est vraiment au début des années 90, les deux modèles sont arrivés en même temps. Tu peux appuyer une fois.
Il y en a quelques-uns qui se sont rappelés qu'au final, ce qui était sans doute le plus important, c'était le client. Alors là, il y en a qui ont fait la découverte, ah mais au fait, pour qui on bosse? On bosse pour le client. C'est eux qui doivent être au cœur de nos préoccupations. Alors vous voyez que si je regarde ce premier schéma, il manque les clients. Et si je regarde celui-là, où je suis dans une vision assez classique, antérieure, où c'est une des fonctions de l'entreprise, mais à côté des autres, bah, ça ne marche pas, parce que si tout le monde commence à parler au client, poser des questions, ça va être une cacophonie absolument intolérable, et forcément, le financier risque de ne pas dire la même chose que le RH, que le marketeur ou que la production. Et là, ça va être un souk innovable. La vision aujourd'hui moderne de la place du marketing dans l'entreprise, elle est clairement celle qui est présentée dans le dernier schéma. Vous voyez bien qu'ici, le marketing a une fonction d'interface entre le marché, les clients de façon, on va dire, générique, et l'ensemble des productions de l'entreprise. Le marketing a pour responsabilité d'étudier ce qui se passe sur le marché, mais cette information, l'idée, c'est pas de se la garder au chaud dans son coin en se disant « Ah, c'est moi qui ai l'info, je ne te la donne pas, comme ça j'ai du pouvoir ». Le marketing ne peut rien en faire lui-même. Il a pour responsabilité de diffuser cette information dans l'entreprise, mais aussi dans certains cas, lorsque un ingénieur a une idée, lorsqu'un financier se pose des questions sur une offre ou un repositionnement prix, d'interroger le marché en fonction des questions qui sont posées par les différents acteurs de l'entreprise. Donc on est clairement aujourd'hui dans cette approche-là, une fonction d'interface, ce qui suppose qu'on soit capable de discuter avec des gens de la production, avec des gens des RH, avec des gens des achats, du juridique, etc. C'est pour ça que des formations, on va dire, transversales sont particulièrement importantes, que des écoles comme le ESG Management School, on a quelques anciens ici, anciennement ESG, puisqu'on a changé de nom. Il est important d'avoir cette vision managériale transversale parce que je ne peux pas faire du marketing si je n'ai pas des compétences en contrôle de gestion, par exemple, même si en général les marketeurs, ce n'est pas ceux qui parfois ils vont par appétence le plus naturellement. Voilà un petit peu pour l'organisation générale. Je crois que j'en ai terminé. Voilà. Donc j'ai juste une petite question. Ouais. Et la fonction commerciale, vous l'avez dit. Mais là, on marche main à main. Mais où? Dans la vente. Dans la vente. On travaille. Sur votre schéma, je ne le vois pas et je ne comprends pas où. Ah, on peut la rajouter ici, c'est pas exhaustif du tout. Le commerce, on marche main dans la main. Alors, les commerciaux, ils sont plus proches du client, donc ils sont souvent fondus. Vous voyez d'ailleurs dans les organisations de certaines entreprises, il y en a qui sont responsables marketing et commercial. Et quand on regarde au final, c'est plutôt dans la répartition des variables du mix qu'en gros on se sépare le pouvoir parfois lorsqu'il y a quelqu'un qui est au commerce et quelqu'un qui est au market. Et d'ailleurs, quand moi j'interviens dans les entreprises, ça me fait toujours sourire. Je ne demande jamais, par exemple, quel est le parcours du directeur marketing. Mais je regarde ce qu'il fait. Je sais ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que s'il met de l'incentive sur des forces de vente et de l'animation en point de vente, je sais que c'est un commercial. S'il fait du budget de pub, je sais que c'est un marketeur. Et c'est ça le problème. C'est que quand on est dans une fonction marketing et commerciale, on doit oublier d'où on vient. Et on doit considérer que je mets l'argent sur ce qui est profitable pour mon entreprise. Et ok, j'ai toutes les variables du mix dans les mains, mais je ne dois pas tout mettre parce que je suis un ancien ingénieur dans le développement de produits, ou je ne dois pas tout mettre dans la pub parce que je suis un ancien marketeur, ou je ne dois pas tout mettre dans l'animation de ma force de vente et de mon réseau de distribution parce que je suis un ancien vendeur. Non, je dois mettre les sous là où c'est important. Et c'est clair que pour moi, la fonction marketing et vente, on est collés les uns aux autres, quoi. Et on doit travailler en permanence ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Voilà. Merci, merci Alain donc sur cette présentation et revenir à un certain nombre d'éléments formels et fondamentaux en matière de marketing.